Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plante. Quand la SAQ fait le choix d'une adresse commerciale, d'un endroit pour y installer un magasin, ce n'est jamais le fruit du hasard. Bien au contraire. De nombreuses études, analyses, calculs, combinaisons de données permettent de déterminer le meilleur emplacement pour un magasin dans une localité ou une autre, et ce, partout au Québec. Et il ne s'agit pas juste d'installer une succursale dans un endroit donné, visible et accessible pour la clientèle. Le choix fait par les équipes de la SAQ doit répondre à différents impératifs liés à la réglementation municipale, l'aménagement du territoire et le développement commercial de chaque marché. Ce choix, il se fait aussi dans un environnement qui est en mouvement constant. Étalement urbain, densification, dévitalisation, transfert des pôles commerciaux, fluctuations dans les coûts liés aux baux commerciaux et j'en passe. Pour se démêler là-dedans et mieux comprendre cette science de la localisation commerciale, nous recevons aujourd'hui deux experts en la matière. Marco Mercier, analyste au sein de l'équipe de développement immobilier de la SAQ depuis plus de 10 ans, et Jean-François Grenier, directeur au groupe Altus, une entreprise d'évaluation immobilière. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 26, la science de la localisation des succursales. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation, ça fait plaisir d'être ici. Très heureux d'être avec vous. Merci, merci. Marco, d'abord, en quelques mots, c'est quoi ton rôle à la SAQ? Moi, mon rôle à la SAQ, je suis analyste en localisation. En fait, ce que ça fait, on travaille en amont. On a un réseau immobilier d'à peu près 400 succursales. Et évidemment, c'est tous des locaux qui sont loués. Donc, quand les baux viennent à échéance, mon rôle, évidemment, là, c'est vraiment de travailler au début du processus, c'est de prendre une décision sur l'avenir d'un local à SAQ, donc sur le long terme. Comme je le dis, c'est des baux qui sont dans 10 et 15 ans. Donc, il faut prendre des décisions sensées. C'est des coûts, mais il faut s'assurer aussi de bien desservir le client, être pertinent pour le client, donc s'assurer d'être à la bonne place au bon endroit et pour longtemps. Donc, c'est quand même un rôle qui est assez important là, au sein de la SAQ. C'est ce qui est vraiment au début du processus là, du brick et mortier. Oui, du brick et mortier, comme on appelle à la SAQ là, de notre réseau de magasins. Jean-François, toi, tu fais quoi? Bien, un peu la même chose, mais j'ai une base de données de clients qui est un peu plus large. Alors, on travaille pour une cinquantaine de détaillants, des promoteurs immobiliers. J'ai œuvré pour tous les grands projets à Montréal, là, le Royal Monde qui s'en vient, mais aussi le 10-30, des agrandissements de centres d'achat supra-régionaux, des mégacentres, mais également pour des villes, pour des SDC, des artères commerciales. Alors, puis je fais ça depuis une quarantaine d'années. J'ai une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent avec moi là-dessus. Quel type d'expertise avez-vous développé pour faire la job que vous faites maintenant? C'est quoi votre formation? Je commencerai par Jean-François. Moi, je suis géographe de formation. Alors, bac et maîtrise en géographie. Puis après ça, j'ai étudié au MBA. Mais je vous dirais que essentiellement, même si en géographie, on étudie beaucoup le comportement des consommateurs dans l'espace ou des humains dans l'espace, j'ai appris beaucoup sur le tas, comme on dit, en travaillant, en faisant des études. Puis j'ai eu la chance de travailler au début de ma carrière pour Steinberg, qui était une C'est firme... quoi ça, Steinberg? Steinberg, c'était pour les plus jeunes, c'est une chaîne de supermarchés qui aujourd'hui, les emplacements sont pratiquement tous encore existants, mais qui sont répartis entre Provigo, IGA et Métro. Et chez Steinberg, j'ai eu la chance de travailler dans un département où la localisation était déjà très importante, là, comme processus décisionnel pour les choix d'emplacement. Oui, puis évidemment, c'est important pour les épiceries, c'est important aussi pour la SAQ. Tu le disais, Marco. Toi, tu as fait quoi comme formation? Écoute, un peu comme Jean-François, moi aussi, c'est sur le tas. J'ai étudié en communication, puis j'ai une formation en statistique aussi. Okay. Donc, c'est vraiment... évidemment, j'aime les chiffres. Donc, il y avait un aspect donné là-dedans. Et quand je dis que je l'ai appris sur le tas, au début des années 2000, moi, c'est à peu près les années auxquelles je suis sorti de l'université. Ouais. Et puis, à cette époque-là, l'ensemble des chaînes commerciales là, au Québec, là, que ce soit les épiceries, que ce soit les Sobeys, Métro, IGA, Rona. Il y avait une grosse expansion qui se faisait. On ouvrait des magasins un peu partout. Donc, la demande pour cette expertise-là était là. Et il y avait l'avènement de l'informatique aussi, qui permettait d'analyser, de croiser de plus en plus de données. Fait que je suis arrivé exactement dans cette espèce d'effervescence-là. Tempête parfaite. Là. Tempête parfaite. Et bien évidemment, avec mon background en statistique, et là, Jean-François parlait de géographie tout à l'heure, il y avait des logiciels maintenant de cartographie, de géographie qui permettait un croisement de données. Fait que c'est très factuel. Ça devient carrément... c'est vraiment passionnant de travailler avec ça. Tu vois les mouvements de clientèle, tu vois les mouvements, ce que tu réalises comme projet, tu peux le suivre après selon tes prévisions. Donc, en fonction de ce que tu apprends,
en fonction de ce que tu vois, tu apprends de tes erreurs, tu apprends de tes bons coups. Fait que tu peux toujours t'améliorer. Alors, j'en ai développé une passion, puis j'en fais un métier maintenant depuis plus de 25 ans. Je l'ai fait pour des bannières telles Métro, Sobeys, Rona, puis depuis 12 ans maintenant à la SAQ, et j'adore ça. Super. Jean-François, tu le disais, ça fait 40 ans, là, ça fait plus que 4 décennies que tu travailles dans le domaine. Est-ce qu'à tes débuts, tu étais le seul de ta gang? C'est une expertise qui était connue, reconnue à ce moment-là? Bien, oui, chez Stangbird, c'était reconnu. Je n'étais pas le seul de ma gang, comme on dit. Essentiellement, toutes les études de localisation, ça débute à peu près à la fin des années 50, début des années 60. Et ça vient en parallèle avec la croissance des chaînes, des succursales, où là, les décisions de localisation sont de plus en plus importantes parce que tu ne veux pas cannibaliser des succursales existantes avec l'ouverture de nouvelles succursales parce que les investissements aussi sont plus importants, alors qu'antérieurement, à l'exception des pétrolières et des grands magasins rayons, c'était des décisions des magasins indépendants, puis des décisions qui étaient assez... Il n'y en a pas dans le quartier, je vais en ouvrir une. Oui, c'était ça. C'était plus au pif, là, un peu. Là. Beaucoup. Okay. Bien, on dit que la localisation, c'est un art et une science. C'est pas... Ouais. C'est un peu des deux. Un peu des deux. C'est un peu des deux. Oui. Puis, Marco, on se donne un cas. Là. Ouais. Mettons, la SAQ là, a pour projet d'ouvrir une succursale, quelque part, a spoté, si tu me permets l'expression, absolument, un endroit qui serait bien pour une succursale. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Bien, d'abord, tu l'as dit, spotter, art, science, comme Jean-François l'a dit, c'est pas au pif. Ouais. On a des données qui nous permettent de calculer de façon géographique l'offre et la demande, en fait. C'est beaucoup de là que ça part. Grâce à nos données de clientèle, on est capable de savoir les clients vont à quelle succursale, à quel niveau, et on est capable d'identifier des secteurs où, selon le potentiel de marché, est-ce qu'on le couvre ou non. Donc, c'est vraiment la base. Nous, c'est les analyses qu'on fait en termes de localisation, ça part de là. Donc, on identifie des secteurs où il y a un manque à gagner, par exemple. Et une fois qu'on a identifié ce secteur-là, après ça, le processus, on oriente nos recherches dans ce secteur-là et on analyse le marché. Alors là, une fois qu'on analyse ce marché-là, quel type de personnes, avec des statistiques externes, quel type de personnes habitent dans ce secteur-là en termes de sociodémographie? C'est quoi les pôles commerciaux dans ces secteurs-là, parce qu'évidemment, on est un commerce de détail, donc on veut être avec l'ensemble, on veut être sur le chemin. On n'ira pas s'installer en plein cœur d'un parc industriel. Voilà, exactement. On va être dans le parcours d'achat des clients, parce qu'évidemment, on va être complémentaire aussi avec d'autres. Donc, on va analyser toute cette espèce de secteur-là pour se déterminer une espèce de zone précise dans laquelle on aimerait ouvrir un local. Et en fonction du potentiel, on va choisir la bannière, la superficie. On peut même aller jusqu'à la planographie aussi, quel type de produit dans l'ensemble qu'on va offrir là-dedans. Et une fois qu'on a pris cette décision-là, ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, ça, c'est ma partie. Oui. Après ça, on passe à l'étape numéro 2. C'est bien beau, mais il faut trouver un local. Parce que là, c'est beau sur papier, mais il faut que ça se fasse. Donc, il y a une deuxième portion, c'est les analystes en location qui, eux, vont grosso modo aller sur le terrain, essayer de nous trouver des locaux. Et évidemment, négocier des baux qui sont de 10-15 ans pour avoir les meilleurs prix possibles. Et une fois que tout ça, c'est fait, que le local est trouvé, qu'on a déterminé la bannière, après ça, c'est la troisième étape qui reste, évidemment, de l'aménager pour qu'il soit prêt aux affaires. Et une fois que ça s'est fait, on ouvre les portes et on espère que le client va être au rendez-vous. Puis ça, en fait, il y a plusieurs personnes qui sont dans le processus. Vous êtes une équipe de combien? Je dirais qu'on est une équipe, là, grosso modo, là, comme je l'ai dit, sur les 3 étapes, là, environ là, une quarantaine de personnes à l'immobilier qui travaillent là-dessus. C'est quand même... On traite environ là, une quarantaine de 30 à 40 succursales par année parce que ça n'a pas tout été signé en même temps. Sûr. Donc, on traite une quarantaine de succursales par année. Puis, ce qui est important à souligner, c'est que quand on analyse une succursale, parce que c'est le départ, là, mettons, on est toujours en amont, 1 an ou 2 avant la fin du bail. Oui, on va analyser la succursale en tant que telle, mais c'est toujours dans un ensemble global, parce que cette succursale-là, Jean-François parlait tout à l'heure de la cannibalisation, bien, il y a des interactions avec d'autres succursales. Tu sais, les clients, ils ne vont pas seulement à une succursale, ils en visitent plusieurs. Fait qu'on apprend sur la succursale à laquelle on analyse, mais on apprend aussi sur les autres autour. Donc, c'est de la donnée, c'est de l'information sur notre brique et mortier global qu'on apprend puis qu'on accumule au fil des ans. Tu
tu l'as dit, les données. Oui. J'imagine que les outils avec lesquels tu travaillais, mettons au début des années 80, Jean-François, ont évolué, puis ont évolué beaucoup. Tu parlais d'informatique. Toi, tu es arrivé dans le domaine après le bug de l'an 2000. Là, ça semble loin, mais j'étais dedans. Là. C'était dedans. C'est pas si loin. Mais à vos débuts, là, tous les deux, là, c'est de plus en plus sophistiqué maintenant, mais à vos débuts, avant Google Maps, l'intelligence de données, vous faisiez vos analyses comment puis avec quoi? Vas-y, Jean-François. Beaucoup, si je me rapporte au début des années 80, on était au balbutiement de l'informatique, là, en tout cas des micro-ordinateurs. Et c'était beaucoup du travail papier, calculatrice, les données de Statistique Canada, il fallait aller les chercher dans des recueils, c'était du papier, il fallait cumuler des données avec carrément une calculatrice. On faisait des cartes à la main, c'est-à-dire on faisait une photocopie, on traçait la zone d'influence du magasin. Mais on faisait quand même des provenances de clientèle. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les bases de données comme à la SAQ ou, les bases de données d'Airmail, c'est plus facile d'avoir une vraie provenance de clientèle. Mais même à l'époque, en tout cas chez Steinberg, on faisait des provenances de clientèle, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens de nous dire leur adresse, puis c'était même des fois, avant les codes postaux, on demandait les adresses et il fallait aller chercher dans un autre catalogue de Statistique Canada, déterminer dans quel secteur de recensement les gens... C'était vraiment un autre monde. C'était un autre monde. Ça prenait beaucoup plus de temps. OK. Puis Marco, à la SAQ, Jean-François le disait, Inspire aussi, ça amène de la donnée. Comment ça influence votre travail aussi? Écoute, c'est la base. C'est la base. Jean-François le dit, nous, on travaille avec la provenance de clientèle. C'est la base. On est représentés géographiquement d'où proviennent nos clients et à quelle succursale ils vont. Et ils ne vont pas à seulement une succursale, mais ils en visitent plusieurs. Donc, avec Inspire, évidemment, il y a des données qui sont rattachées à ça, dont le code postal, entre autres, qui est majeur, qui nous permet justement de positionner géographiquement chaque client. Et après ça, on est capable évidemment de savoir quelle succursale a visité, quel type de produit il achète, à quelle heure il va, et ainsi de suite. Donc, il y a un paquet d'informations là-dedans. Mais tout ceci, et là, c'est important de le souligner quand même, là, ça fait Big Brother, mais tout ça est anonymisé. Là. Oui, il n'y a absolument rien. On n'est pas capable de savoir qui est qui. On est juste capable de savoir, grosso modo, dans quel secteur. On a un profil. On a un profil. Tu sais, dans un seul code postal, tu peux avoir 1000 clients. Oui, fait que tu peux pas savoir qui est qui. Tu sais. Donc, à ce moment-là, rassurons tout le monde, là, c'est hyper anonymisé. Mais pour nous, tu sais, à quelque part, les gens vont dire oui, mais c'est un peu intrusif peut-être. Ouais. Mais en même temps, pour nous, ça nous permet d'être pertinent pour le client. Puis, tu sais, à quelque part. Puis répondre à ses besoins. Répondre à ses besoins, tu sais. Puis, c'est gagnant-gagnant parce qu'en même temps, lui, le client récolte des points, récolte des récompenses, etc., etc. Donc, tu sais, c'est nécessaire si on veut bien desservir le client. Je pense que c'est vraiment comme ça. Oui, puis on le dit, c'est un programme de personnalisation. Donc, c'est pas un programme de fidélisation. Voilà, c'est utile pour la SAQ, pour le développement, pour la pertinence de notre réseau par rapport à cette clientèle-là. Et c'est gagnant-gagnant pour les deux. Donc, c'est la base. Puis, on jumelle ça, évidemment, là, comme Jean-François l'a dit, avec des données externes de Statistique Canada, par exemple, pour savoir quel type de personnes habitent dans tel quartier. C'est important de savoir si, par exemple, tu es dans un quartier qui est peut-être un peu plus anglophone, on sait qu'ils vont consommer des produits différemment. Fait qu'on va ajuster nos produits en succursale en fonction de ça. Planographie. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment complexe. Oui, vraiment. C'est plus qu'on choisit un emplacement, puis on va là. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quoi les facteurs les plus importants à considérer pour choisir un lieu, Marco? Il y a des facteurs de base, que ce soit accessibilité, visibilité, espace de stationnement. Dans notre cas, on est un commerce de détail parce que, tu sais, de la localisation, hein, il s'en fait dans plein d'autres domaines, là, tu sais, les hôpitaux, les écoles, etc., là, mais nous, c'est dans le commerce de détail. Donc, on va rechercher, évidemment, tout ce qui est complémentarité commerciale. La majeure partie des SAQ, c'est souvent, il y a une épicerie pas trop loin. Hein. C'est normal, là, ça va avec. Ouais. Ça, c'est les trucs de base. Sauf que, tu sais, dans chaque ville, il y a un département d'urbanisme qui font des travaux, qui développent leur ville de façon à ce que ça soit harmonieux pour les résidents d'y habiter. Le transport en commun est pris en considération, l'aspect économique est pris en considération. Tu sais, fait que nous, on travaille main dans la main. Évidemment, là, on ne va pas à l'encontre de ce que l'urbanisme en ville va faire. Tu sais, on n'ira pas ouvrir une SAQ dans un secteur qui a complètement pas rapport. C'est en plein milieu d'un quartier résidentiel. On va travailler en harmonie. On va respecter l'harmonie que l'urbanisme va faire dans la ville. Donc, c'est vraiment un travail, là, on s'informe de toutes ces choses-là pour ne pas aller à l'encontre de tout ça. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis, Jean-François, quand on préparait le balado, il y a un terme qui revenait souvent, on parlait de croissance intelligente. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ça? Oui, bien, fondamentalement, à partir des années 50, on a vu beaucoup l'étalement urbain. Hein, c'est la croissance de la banlieue, de la maison unifamiliale.
Aujourd'hui, avec toutes les contraintes, entre les changements climatiques, la croissance aujourd'hui est plus dirigée vers une densité pour être capable d'avoir des déplacements qui sont actifs ou de transport en commun pour que ce soit rentable. C'est difficile en périphérie, là, quand une maison unifamiliale, là, d'avoir du transport en commun qui est, entre guillemets, rentable. Alors, ça, c'est important et ça change la donne aussi au niveau du commerce de détail parce qu'il faut essayer d'obtenir des commerces de proximité, d'en placer dans des endroits où il y a suffisamment de densité pour que ça soit rentable et viable. On n'est pas à Paris où il y a une densité de 20 000 personnes au kilomètre carré, souvent, des fois même 40 000. Non, on a un modèle typiquement nord-américain basé sur la voiture. Exactement. Encore, faible densité et pour avoir du déplacement actif, ça prend ça, là, entre 15 et 20 000 personnes du kilomètre carré. Il y a peu d'endroits en réalité au Québec où on a ce type de densité-là. Fait que l'aspect, comme le disait Marco, du stationnement, de la présence d'un stationnement à périphérie est fondamental. On n'est pas prêt de se débarrasser des stationnements. Non, il va y avoir une transition vers la voiture électrique, mais de se débarrasser des stationnements puis tout ça, on n'est pas rendu là. La SAQ, par la nature du produit qu'on a sur les tablettes, on ne vend pas des T-shirts, là, on vend de l'alcool. Est-ce qu'on cherche à éviter de se retrouver près de certains lieux, par exemple? C'est le cas notamment pour la SQDC. Là. Oui, exactement. Mais est-ce que la SAQ a le même type de réflexion par rapport à ça? Bien, honnêtement, non. Peut-être que ça l'était dans le temps de la commission des liqueurs. Oui, c'est ça. C'est l'ancêtre, c'est l'ancêtre de la SQDC, ouais. Parce que pour avoir fait quelques mandats pour la SQDC, je sais que dans leur cas, tout ce qui est école, garderie, école secondaire, évidemment, il y a un kilomètre à respecter. Dans le cas de la SAQ, maintenant, c'est quand même un commerce, un bien de consommation là, régulier. Donc, c'est bien accepté. Je dirais que nous, on se fait pas mettre de contraintes, mais nous, on peut s'en mettre des contraintes, par contre. C'est plus à l'inverse que ça se passe. Par exemple, là, en tant que commerce de détail, on vient juste de parler d'espace de stationnement, mais c'est sûr que nous, si on nous offre un local à côté, par exemple, d'une clinique médicale, d'un dentiste ou d'un gymnase, bien, les gens qui vont aller se stationner là, ils sont pas là pour 5 minutes. Tu t'entraînes, tu es là pour au moins une heure, 45 minutes. Ça vale la peine. Un rendez-vous chez le dentiste, ça peut être 30, 35 minutes, 40 minutes. Fait que là, c'est des espaces de stationnement qui ne se libèrent pas. Alors là, ça peut causer problème. Mais sinon, on est quand même, on n'a pas de contraintes à ce niveau-là. On veut juste s'assurer que si le client vient chez nous, il ne se heurte pas à un manque de stationnement, puis que son expérience de magasinage soit agréable. Mais on n'a pas de contraintes là, à ce niveau-là. On est chanceux. On n'a plus à dealer avec ça. Voilà. Toi, Jean-François, là-dessus? Je vais renchérir ce que Marco disait. C'est rare, moi aussi, pour la majorité des détaillants pour qui je travaille, où il y a des contraintes de cette nature-là. Probablement que les stations-service, c'est ceux qui ont le plus de contraintes. Contraintes reliées au zonage, contraintes environnementales, mais sinon, il y a généralement peu de contraintes. À l'inverse, il y a des choix de localisation. Si on recule dans le temps assez loin, les succursales de Desjardins, là, ils ont changé souvent d'endroit, mais à l'époque, essayaient de se localiser près de l'église. Là. Restons un peu dans la complexité. Bon, l'aménagement du territoire, c'est pas simple par moment. Il y a des milliers de règlements, des lois, etc. Il faut donc s'assurer de respecter une tonne de paramètres dans le choix du lieu, tout ça. Tu le disais, Marco, on est en contact avec les autorités locales, justement, pour s'assurer qu'on suit les indications. Donc, implanter un nouveau point de vente, ça peut être compliqué, étant donné l'ensemble des règles, puis il n'y a pas juste une ville au Québec, il y en a plusieurs. C'est un bon défi. Marco, Jean-François, est-ce que c'est difficile de composer avec tout ça? Puis, je le dis comme ça, là, est-ce que vous en perdez votre latin des fois là-dedans? Jean-François? Bien, pas tant que ça en réalité, parce que généralement, nous, on a des clients qui ont déjà fait une partie du devoir avant, c'est-à-dire qu'ils ont regardé pour voir si c'était possible. Ouais. Il arrive parfois qu'on essaie de convaincre de changer les règlements de zonage auprès des municipalités. Mais fondamentalement, quand on fait une étude de marché, c'est que l'endroit est propice et le zonage permet ce type d'usage. Donc, c'est déjà circonscrit. Là. On part pas dans nature comme ça. À 95 % du temps, je vous dirais que oui. Marco, là-dessus?
J'abonde dans le sens de Jean-François. Pour la SAQ, commerce de détail, c'est pas tellement difficile de s'implanter dans un marché parce qu'on sait, on veut être dans le parcours de magasinage. Donc souvent, si vous regardez dans une ville, les pôles commerciaux sont concentrés aux mêmes endroits. Ouais. Donc pour nous, c'est quand même assez facile. Il y a certains secteurs, parfois, où on veut peut-être être un petit peu plus à l'entrée de la ville. Et là, il y a des limites de zonage. Mais comme Jean-François l'a dit, le travail se fait en amont. On vérifie pour voir jusqu'où on peut aller. On ne va pas à l'encontre de ce que... Je pense notamment, un exemple de ça, la Sac Dépôt à Saguenay, par exemple. Ben voilà, c'était exactement celle que je pensais. On était sur la limite entre l'industriel et le commercial. Donc, à ce moment-là, on s'assure d'aller vérifier avec les autorités nécessaires comme quoi on est dans les règles. Puis à ce moment-là, on évite ces problématiques-là. Donc, c'est quand même des choses à voir. Il y a quelques petites écueils des fois. Il y a des villes, entre autres, là, qui interdisent les commerces qui vendent de l'alcool dans les centres-villes. Je nommerai pas ces villes-là. Non, c'est des lois qui datent de là longtemps. Mais ça change quand même assez. Qui date de la commission des liqueurs, probablement. Probablement, mais c'est pas la norme. La riposte ne s'est pas fait attendre alors qu'à peine une semaine après la sortie du maire Antoine Tardif, le conseil municipal de Victoriaville a déposé hier un avis de modification du règlement de zonage touchant les commerces dont l'usage est uniquement relié à la vente d'alcool pour vraiment circonscrire, restreindre ce type de commerce au centre-ville ou encore au secteur du pôle commercial le long du boulevard Arthabasca. L'objectif est fort simple, c'est vraiment d'empêcher la succursale de la SAQ de déménager du centre-ville vers une zone résidentielle à plus faible densité. Difficile de parler de la localisation des succursales de la SAQ sans parler du cas de la succursale située au centre-ville de Victoriaville. C'est un peu l'éléphant dans la pièce là, qui a fait couler beaucoup d'encre en 2023 dans l'actualité. D'un côté, une volonté de la société d'État de déménager, d'amener son magasin en périphérie. De l'autre, une volonté locale des élus municipaux de maintenir la succursale au centre-ville pour qu'elle contribue à la revitalisation justement de ce même centre-ville-là. C'est quoi le rôle de la SAQ là-dedans? Bon, dans le cas de Victoriaville, la base, c'est toujours, puis je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, c'est d'être pertinent pour le client. Nous, que ce soit au centre-ville ou ailleurs dans la ville, c'est pas ça qui est important. Tu sais, dans le cas de Victoriaville, il faut comprendre qu'on est toujours en amont, donc 2 ans avant la fin du bail, puis ces données-là qu'on utilisait, c'était des données pandémiques, avec ce que ça comporte comme billet d'information. Tu sais, il n'y avait rien de normal dans ça. De toute façon, c'est ça, les habitudes de consommation étaient différentes. C'était complètement différent. Fait qu'on a fait on n'avait pas le choix. On a fait notre étude avec ces données-là et ça nous donnait des voyants qui étaient complètement rouges. Et pendant ce temps-là, il y a une nouvelle autorité municipale qui est arrivée, qui ont développé leur centre-ville, ils ont refait leur façade. Il y a des promoteurs qui ont dit on va bâtir un hôtel, on va faire venir un alimentaire, on va favoriser le stationnement. Tu sais, on est passé. Le contexte a changé. Le contexte a changé. Le taux d'inoccupation est passé là, dans les chiffres, là, grosso modo, de 20 à 5 à peu près, en l'espace de 2 ans. Là, fait que quand on a émis notre souhait de partir du centre-ville, puis que les autorités municipales ont communiqué avec nous et ils ont fait part de ces projets-là, c'est dit OK, parfait, on va revoir nos chiffres, puis on va voir si ça a vraiment eu un impact sur nos ventes. Et ce que ça a donné, c'est que les voyants sont passés du rouge au jaune. Fait que, tu sais, il y a du donnant-donnant dans les deux parts. Il y a eu une volonté de la part des autorités municipales de développer le centre-ville. Puis nous, ben, en même temps, quand on a vu que ça a eu des effets sur nos ventes, on s'est dit parfait, on va attendre, on va prolonger pour 2-3 ans. On va suivre l'évolution de près. Puis si ça continue de bien aller, bien à ce moment-là, on ira de l'avant. Mais l'idée, c'est ça, c'est que quand il y a de la volonté des deux parties, on ne peut pas être contre ça. Oui, puis on cherche à collaborer. On cherche à collaborer toujours, c'est ça. Fait que, à quelque part, c'est un peu ce qui est arrivé là, avec Victoriaville. On parle beaucoup de l'emplacement physique des commerces à la SAQ qu'on appelle, on utilisait tantôt, le brick et mortier. Là. Oui. Ça va toujours avoir sa place dans notre réseau, évidemment. Les ventes en ligne demeurent complémentaires chez nous. À celles que les clients font en magasin. Mais est-ce que c'est vrai pour toutes les entreprises, Jean-François, toi, dans ta carrière, puis surtout dans les dernières années avec l'explosion de la vente en ligne, l'impact qu'a eu la pandémie aussi sur les achats en ligne, est-ce que tu as vu des entreprises vraiment prendre ce virage-là puis quitter des lieux physiques, là, le brick et mortier, comme on dit à la SAQ? Bien, déjà, même avant les achats sur le web, il y a toujours eu une espèce de processus de rationalisation ou d'optimisation de réseau. Ça, c'est clair. Depuis la montée des ventes en ligne, c'est sûr qu'il y a plusieurs chaînes qui ont des fois fermé des magasins, mais je ne peux pas dire que c'est fréquent que les gens ferment beaucoup d'établissements
pour être en ligne. Et d'ailleurs, en tout cas, moi, les données que j'ai, c'est à chaque fois qu'on ferme un établissement, les ventes en ligne dans ce quartier-là ou dans ce secteur-là de la ville ont tendance à diminuer. Fait qu'il y a une synergie entre les ventes en ligne puis le brick et mortier. Si on se projette vers l'avenir, quelles sont les innovations à prévoir dans la science de la localisation commerciale? T'sais, on est passé de grands cartables avec quasiment des triptyques, là, comme mon père me racontait avec le CAA, pour faire le travail que vous avez à faire, à maintenant l'intelligence d'affaires avec le BI et tout ça. Qu'est-ce qui vous attend, là? Qu'est-ce que vous allez voir comme innovation chacun de votre côté? Marco. Écoute, moi, je le dis, donner. Ça va de soi. C'est maintenant, la donnée, on en a via Inspire. Ça rentre de façon continue, en temps réel, en différents formats. Cette donnée-là fait en sorte qu'on peut élargir nos possibilités d'analyse. Et plus qu'on élargit nos possibilités d'analyse, bien, plus qu'on est précis, plus qu'on est capable d'aller loin dans nos prises de décision. Fait que ça ne sera plus juste la localisation, là. Maintenant, on va aller, je parlais tout à l'heure de la planographie, ça va s'étendre maintenant à un paquet d'autres facteurs, la superficie de la succursale, ça peut même aller jusqu'à nos stratégies de négociation. Tu sais, quand on utilise toute cette donnée-là, que ce soit interne, externe, puis qu'on la mélange ensemble, donc ça décuple les possibilités d'analyse. Puis qui dit décupler les possibilités d'analyse, à un moment donné, le cerveau humain, il vient qui saigne, là, il ne peut plus faire ça, là. Ça va prendre d'autres outils. L'éléphant dans la pièce, on en a entendu parler dans les dernières années, l'intelligence artificielle, bien, on n'y échappera pas, là, même dans notre domaine, en localisation commerciale. C'est sûr et certain que l'intelligence artificielle va faire partie de notre modélisation. Il va y avoir un chat GPT de la localisation. Un chat GPT de la localisation, c'est certain, c'est sûr et certain, mais en même temps, tout ça, c'est diablement excitant quand tu travailles là-dedans parce que l'avenir est radieux. Puis, tu sais, à la SAQ, bien, on a déjà commencé à travailler là-dessus, des scénarios comme ça, puis on va être prête. Parfait. Tu viendras nous en reparler quand tu vas avancer là-dessus. Absolument. Jean-François, toi? 100% d'accord avec ce que Marco vient de dire. Peut-être à plus court terme, parce que je pense que l'intelligence artificielle puis les bases de données, ça va prendre de plus en plus d'importance. Mais à plus court terme, depuis quelques années, on voit quand même l'information qui provient des téléphones cellulaires sur le lieu de résidence, sur l'achalandage. Alors, ça, c'est toute une nouvelle source d'information qui vient ajouter aux données qu'on a déjà. Marco, Jean-François, je veux vous remercier de votre présence aujourd'hui. Ça a été super intéressant. Je sens que c'est un sujet qu'on va vouloir développer davantage dans les prochaines années. Puis, merci d'avoir été au micro de Sous le bouchon aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir. Grand plaisir également. Merci. Merci Marco et Jean-François pour votre présence à notre micro aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses, puis je suis certain que nos auditeurs aussi. Je veux saluer ton équipe, Marco, celle du développement immobilier de la SAQ, pour leur travail exceptionnel tous les jours pour faire évoluer notre réseau. Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, l'équipe des communications de la SAQ. Réalisation, Marie-Claude Nantel. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Un merci spécial à Linda Bouchard pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je suis Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.